Bonjour à tous, on est parti pour un nouvel épisode. On commence avec Sin City, sorti en 2005 de Robert Rodriguez, Frank Miller et Quentin Tarantino. Bienvenue dans la vie du vice et du péché. Dans cette métropole détruite par le crime évoluent trois personnages atypiques et marginaux. Marv, un colosse tout juste sorti de prison qui n'a qu'une mission, venger la mort de son unique véritable amour. Dwight, un homme à femme, au passé troupe, passe ses nuits à protéger les filles des bas quartiers. Et John, l'un des seuls policiers intègres de la ville, s'est juré de protéger Nancy, une stripteaseuse qui l'a fait craquer. Ils vont devoir vaincre leurs propres démons et risquer leur vie pour réussir leur mission. Anecdote, Sin City est l'adaptation du comics The Hard Goodbye, dessiné et écrit en 2001 par Frank Miller, qui a comme particularité d'avoir un côté très sombre sans couleur ou presque. Savoir aussi que Tarantino, comme dit précédemment, a dirigé une séquence du long métrage, pour un montant symbolique de $1. En effet, Robert Rodriguez avait composé une partie de la bande originale de Kill Bill 2, pour $1. Tarantino avait alors promis de réaliser une partie de Sin City pour la même somme. Un échange de bons procédés entre deux réalisateurs qui nous proposent chacun une vision du cinéma. En parlant de vision, il existe une version spéciale du film qui propose un montage linéaire en 4 parties avec 15 minutes supplémentaires. On reste dans la même année avec Les Seigneurs de Downtown sorti en 2005. Dans les années 70, les rues de Downtown, un quartier de Venice Beach en Californie, sont le territoire d'un groupe de jeunes qui pour la première fois transposent les mouvements du surf sur le béton. En peu de temps, les Z-Boys deviennent des légendes, véritables magiciens du skateboard. Tout le monde se les arrache, ils sont en passe de devenir de véritables stars de la discipline. Savoir que les trois acteurs principaux ont dû prendre des cours de skate et de surf pendant 2 mois et demi avant le tournage, et ce pendant 5 jours par semaine. Ils débutent leur journée avec du surf le matin et du skate l'après-midi, et ce pendant plusieurs heures. Grâce à cet entraînement, ils ont pu réaliser la majorité des scènes du film sans avoir besoin de cascadeurs. Savoir qu'avant que le film n'existe, un documentaire sur les Z-Boys a vu le jour. Et réalisé par Stacy Peralta lui-même, le film a eu l'honneur de remporter plusieurs prix. On y retrouve Sean Penn dans le rôle du narrateur. On reste sur une histoire inspirée de faits réels avec The Big Short sorti en 2015. Avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt, rien que ça. En 2005, à Wall Street, profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. À la suite de leur analyse et de leur enquête sur le terrain, ils rejettent la hausse et la stabilité dans le milieu financier. Ils sont les seuls à se positionner contre tous les autres. Pour coller de près au personnage solitaire et visionnaire, Christian Bale n'a pas eu d'interaction avec les autres comédiens du film. Je cite, « J'étais seul dans un bureau pendant 2 semaines pour mes scènes. Ce fut une authentique révélation de découvrir le film dans son intégralité. » Ce Big Short est l'adaptation du best-seller du même nom de Michael Lewis. Lewis est aussi l'auteur du film Le Stratège tiré du livre Moneyball, qui parle d'un ancien joueur de baseball qui dirige une équipe comme personne ne l'avait fait auparavant, toujours avec Brad Pitt. On passe à Gun Akimbo, sorti en 2019 avec Daniel Radcliffe. Dans une réalité alternative, une émission clandestine hyper violente cartonne sur le dark web. Ce qui ne choque personne sauf un développeur de jeux vidéo raté, qui sur les forums de l'émission insulte violemment les spectateurs. Et ces critiques ne sont pas passées inaperçues, il est aussitôt tabassé et drogué par les organisateurs du jeu. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve avec des armes vissées aux mains. Il est désormais candidat malgré lui. Anecdote, on retrouve ici Daniel Radcliffe dans un rôle comme il a le secret, loin de la saga Harry Potter qui lui colle encore à la peau. Depuis la fin de son personnage de Harry, il a changé complètement son approche pour ses films, et cherche désormais des réalisations avec un scénario parfois loufoque mais surtout qu'il apprécie vraiment. On passe du côté d'Imitation Game sorti en 2015 avec Benedict Cumberbatch. En 1940, l'Angleterre est en guerre contre l'Allemagne, dont les forces occupent une grande partie de l'Europe. Alan Turing, mathématicien de génie, intègre une équipe de spécialistes, chargés par le gouvernement britannique de percer les secrets de la célèbre machine de cryptage Enigma, réputée inviolable. La chef décoratrice s'est rendue en Angleterre afin de voir la vraie machine. La véritable bombe, comme elle est appelée, est encastrée dans une boîte en bakélite. Mais les décorateurs ont choisi de la laisser visible dans le film pour que les spectateurs puissent admirer son fonctionnement. Savoir aussi que le choix du titre du film provient d'un article écrit par Alan Turing lui-même, où il expose sa méthode pour différencier les machines de l'être humain, et ainsi obtenir des résultats liés à l'intelligence artificielle. On continue avec The Island, sorti en 2005 de Michael Bay avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Dans un futur proche, Siseko et tout Delta font partie d'une immense colonie souterraine, où la vie est étroitement surveillée et régie par des codes très stricts. Le seul espoir d'échapper à cet univers stérile est d'être sélectionné pour être transféré sur l'île, qui serait le dernier territoire à avoir échappé à une catastrophe écologique, qui a ravagé notre planète et rendu l'atmosphère irrespirable. Mais depuis quelque temps, Siseko fait des cauchemars récurrents, et il commence à s'interroger sur sa vie et sa liberté, ce qui va le pousser à découvrir la vérité. Le réalisateur a beaucoup investi dans les scènes d'action et dans le matériel. Dans le film, on peut voir la Cadillac Sian, un concept car créé par Cadillac en 2002, pour célébrer le 100e anniversaire de la marque, qui coûte plusieurs millions de dollars.
Le chef des effets spéciaux a quand même eu la bonne idée de créer une réplique afin de ne pas abîmer l'original. Pour les scènes en mer, on peut voir un magnifique bateau, le Willie Power 118, un yacht coûtant 25 millions de dollars. Autre fait surprenant, le réalisateur d'un film de 1979 a intenté une action pour violation de droits d'auteur. Près d'une centaine de points de similitude ont été retenus avec le film. Et avant que l'affaire ne puisse être jugée, DreamWorks a réglé un accord financier avec les plaignants, pour un montant non divulgué. J'ai intentionnellement omis le nom du film pour éviter un spoil, mais vous pouvez le retrouver en description de la vidéo. On passe à un nouveau film inspiré d'une histoire vraie, Les Figures de l'ombre. Début des années 60, les États-Unis et l'Union soviétique se livrent à une course à l'espace. Les Russes ont pris de l'avance grâce au satellite Sputnik. La pression du gouvernement américain sur Al Harrison, responsable du programme spatial, est énorme. Catherine est une brillante mathématicienne et ses amis Dorothy et Marie inspirent à devenir ingénieurs, ce qui est loin d'être évident pour ces femmes afro-américaines. Elles ont beaucoup de mal à se faire accepter et respecter. Mais Al Harrison engage les jeunes femmes afin qu'elles puissent calculer les trajectoires d'une fusée, pour envoyer John Glenn, le premier américain, dans l'espace. Alison Schroeder, qui l'on doit le scénario adapté des Figures de l'ombre, a une relation particulière avec la NASA. En effet, la jeune scénariste a étudié les mathématiques à haut niveau et a fait un stage au sein de l'agence spatiale américaine. Sa grand-mère était elle-même programmatrice à la NASA, depuis les débuts de l'agence jusqu'au programme de la navette spatiale, et son grand-père a pris part au programme Mercury au sein duquel John Glenn travaillait. On continue avec Looper, sorti en 2012, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt. Dans un futur proche, la mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé à notre époque, où des tueurs qu'on appelle les loopers les éliminent. Un jour, l'un d'entre eux, Joe, découvre que la victime qu'il doit exécuter n'est autre que lui-même avec 20 ans de plus. C'est là que commencent les problèmes pour l'un comme pour l'autre. Joseph Gordon-Levitt interprète une version jeune du personnage de Bruce Willis. De nombreuses séances de maquillage ont été nécessaires à sa transformation. Tous les matins, il passe ainsi 3 heures dans les mains des professionnels. Il s'est également fait poser des prothèses et ses yeux ont été modifiés numériquement pour qu'ils aient la même couleur que ceux de Bruce. Même si le personnage de Joe ne ressemble pas exactement à Bruce Willis jeune, cela a suffi pour l'impressionner et même un peu le faire flipper en voyant Gordon-Levitt avec quelques caractéristiques de son visage. On passe à The Truman Show, sorti en 1998 avec Jim Carrey. Depuis le jour de sa naissance dans une station balnéaire, Truman est filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par plus de 5000 caméras cachées. Il est la vedette d'un des plus grands shows télévisés de l'histoire, sans savoir que toute sa vie n'est en fait qu'une illusion montée de toutes pièces. Petit à petit, des choses étranges se produisent, et Truman commence à vouloir quitter la ville, et la production va tout faire pour l'en empêcher, ce qui va rendre Truman dangereux pour lui et pour les autres qui ne sont que des comédiens. Savoir que l'acteur Jim Carrey est connu pour ses improvisations permanentes pendant les tournages. Et The Truman Show ne fait pas exception, puisque la fameuse scène où Truman se comporte de façon étrange et dessine sur son miroir a entièrement été imaginée par l'acteur. Savoir aussi que le film a donné son nom à un trouble psychiatrique qui consiste à croire que sa vie est une émission de télé-réalité. Ce trouble est bien réel et porte désormais le nom de syndrome Truman. Il n'y a pas que les humains qui ont fait la guerre, mais aussi les animaux avec Le Cheval de guerre sorti en 2011 de Steven Spielberg. Le film raconte une histoire exceptionnelle qui unit Albert et Joe, un cheval téméraire. Albert, à force de patience, réussira à l'apprivoiser et deviendra son meilleur ami, jusqu'au jour où la guerre arrive aux portes de son village. Albert est obligé de se séparer de Joe qui va partir pour le front dans la cavalerie britannique, au milieu de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Au cours de son périple, Joe va changer la vie de tous ceux qu'il croisera sur sa route. Soldats britanniques, combattants allemands ou simples paysans. De son côté, Albert s'engage dans l'armée et va tout faire pour le retrouver. Le film a nécessité plus de 400 personnes pendant le tournage, et plus de 300 chevaux ont été utilisés pour le film, dont 14 pour Joey. Pour éviter toutes les dérives lors du tournage, une association existe, la AHA, qui surveille la bonne condition des animaux. C'est le message que l'on peut voir souvent lors du générique de fin. Aucun animal n'a été maltraité ou blessé pendant le tournage. Cependant, pour certaines personnes, il est difficile d'allier les deux, et surtout quand il y a de l'argent en jeu. Savoir que pendant la Première Guerre mondiale, 4 à 8 millions de chevaux sont morts. Du côté britannique, 1 million de chevaux ont été impliqués dans le conflit, et seulement 62 000 ont survécu. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.